messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, hommage écuménique aux victimes de Garbou. Dans la région du Nord-Ouest, l'évêque de Kumbo appelle les belligérants à déposer les armes. De même que les familles ont également honoré la mémoire de 12 enfants tués lors de ces massacres. C'est un retour subit des pluies en pleine saison sèche à Douala. Des violents orages ont provoqué d'importants dégâts matériels la nuit dernière. Des maisons d'habitation et installations électriques saccagées par la furie du vent. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, une semaine jour pour jour après le lourd bilan des affrontements qui ont entraîné le décès de plusieurs civils dans la localité de Garbou, dans la région du Nord-Ouest. L'Église catholique a réuni plusieurs centaines de fidèles ce vendredi à la cathédrale de Kumbo, une journée de prière donc appelée par l'évêque Monseigneur Georges Kwo, qui a également saisi l'occasion pour lancer un message de paix à l'endroit des belligérants. D'autres précisions dans ce reportage de Séverin Tchouban, Donald Brice, Kamga. Salle comble à la cathédrale du diocèse de Kumbo, dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest. De nombreux enfants, jeunes et moins jeunes, sont rassemblés au sein de la bâtisse. Ils répondent à la journée de prière demandée par l'évêque Monseigneur Georges Kwo en hommage aux personnes civiles tuées dans le massacre de Garbou, dans le Ndongamantoum voisin, le 14 février dernier. À l'intérieur de la cathédrale sont exposées les photos des enfants arrachés à la vie lors de ces affrontements entre l'armée et les séparatistes. Après la messe qu'il dit lui-même, Monseigneur Georges Kwo s'exprime, le visage serré face à la presse. Kumbo s'adresse au monde entier, Garbou s'adresse au monde entier. Les enfants ont suffisamment souffert ainsi. Le monde entier a assisté à ces assassinats les plus brutaux et de la manière la plus inhumaine. Que le monde nous vienne en aide. C'est un cri vers le ciel, vers le Seigneur. Dans l'enceinte de la cathédrale, une gerbe de fleurs et des bougies près des photos où viennent se recueillir les fidèles du diocèse. Pour l'évêque, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est un nombre inacceptable de victimes. Les protagonistes doivent revenir à la raison. Nous voudrions dire sans embâche, il est temps que cette violence cesse. Que tous ceux qui sont impliqués de quelque manière que ce soit dans cette tuerie, dans cette destruction de la vie humaine, quelles que soient les raisons, cessent de le faire. Le monde entier nous regarde, que cette guerre cesse. Monseigneur Georges Kwo, évêque du diocèse de Kumbo, a dit la messe en présence du cardinal Christian Toumi, présent dans la région du Nord-Ouest, sa terre natale depuis quelques semaines. Présent à la messe, de nombreux enfants venus assister à la prière pour le repos des âmes de leurs camarades et amis. Et sur place à Douala, le diocèse rend également hommage aux victimes de Garbou dans la région du Nord-Ouest. À l'initiative de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, les fidèles chrétiens catholiques ont invoqué le Très-Haut pour le repos éternel des âmes des civils froidement abattus le 14 février dernier à Garbou, dans le Ndongamantoum. Monseigneur Samuel Cléda a également profité de cette occasion pour fustiger la guerre des chiffres autour de ces tueries. Nous l'écoutons au micro d'Equinox Télévision. Plusieurs personnes ont été tuées. Les gens font des discours sur le nombre. Ils sont à 5. Ils sont à 20, ils sont à 14, ils sont à 22, ils sont à 22, ceci. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, même si on a tué une personne, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que la vie est sacrée. Si nous avons pris, n'est-ce pas, la décision, n'est-ce pas, de nous mettre avec les fidèles du diocèse de Kumbo, c'est vraiment pour prier. Pour prier d'abord pour ces victimes. Non seulement les victimes de Kumbo, mais toutes les autres victimes de cette guerre. Toutes les personnes qui sont victimes, n'est-ce pas, de ces violences, de ces guerres, que les sangs de Cameroun ne condamnent plus, n'est-ce pas, d'être versés
Mais c'est ça le plus grave. Ce qui nous dirige, nos autorités, doivent prendre tous les moyens nécessaires pour que cesse une fois la violence. Sachons-le, on ne peut pas résoudre une telle crise par la violence. Il faut le dialogue vrai. Il faut écouter tout le monde. Et c'est cela. Mais ce qui me manque, le dialogue a eu lieu. Mais jamais, je ne sais pas si, au cours de ce dialogue-là, on a parlé, n'est-ce pas, d'un cessez-le-feu. Si, n'est-ce pas, la violence continue, c'est que le problème n'a pas été, n'est-ce pas, résolu. Vous le voyez, des réactions ne cessent de se multiplier au lendemain de ces tueries des femmes politiques, à savoir Maître Alice Kom, Maître Michel Ndoki, Edith Kawala et Maître Tchakounté, expriment leur indignation après ces massacres de populations civiles, parmi lesquelles les femmes aussi bien dans les régions anglophones qu'à l'extrême nord, au regard de ce désastre humanitaire qui impacte sur les femmes ainsi que les enfants. Ces leaders politiques exhortent d'autres femmes du Cameroun à boycotter le pain du 8 mars, tout comme le défilé prévu pour la circonstance, mais plutôt exhortent ces femmes à se retrouver dans les associations pour pouvoir faire entendre leur voix, suivant cette réaction de Maître Alice Kom ainsi que celle de Maître Tchakounté. Aujourd'hui, on se dispute les chiffres. Il y a eu des enfants. C'est plus que le fer de lance de la nation. C'est les enfants. Je ne parle pas des jeunes, parce que ça, on dit que c'est... Mais des enfants qu'on arrache à un pays comme le Cameroun, c'est un drame. C'est un drame national. Et nous allons marquer ça comme tel à l'occasion d'une grande journée qui est celle du 8 mars. Et c'est pour ça qu'on a voulu se réunir aujourd'hui pour dire ce massacre, ces morts, ce deuil, nous devons nous mettre ensemble pour l'organiser. Il ne s'agit pas d'un soulèvement, il s'agit simplement de la manifestation d'un ras-le-bol. Et j'ai précisé que s'il était question de violence ou de contrainte, je ne serais pas là. Nous voulons partager la connaissance que nous avons quant à la situation de nos sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il s'agit des femmes qui pleurent, qui souffrent, qui enterrent leurs époux, qui enterrent leurs enfants au quotidien. Nous croyons qu'ayant cette connaissance, on ne peut pas empêcher à sa conscience d'être interpellée. Et nous en appelons donc à chaque femme, chaque mère, chaque épouse de prendre conscience de ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et toujours dans ce chapitre, les hauts responsables des Nations Unies exhortent le gouvernement camerounais à prendre des mesures appropriées pour la protection des populations civiles. Ces responsables onusiens affirment que 23 civils sont morts, parmi lesquels 15 enfants. Ils dénoncent les violences sexuelles perpétrées dans ces régions anglophones. Autre actualité au cœur de ce journal, de nombreuses familles s'apprêtent à passer la deuxième nuit à la Belle Étoile. De vents violents et de fortes pluies enregistrées hier ont provoqué d'importants dégâts matériels. Face donc à la situation catastrophique, la désolation des familles s'est emparée dans les populations au niveau de Newbel, dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. Le reportage de Michel Ngatiou, Claude Ekwa et Raoul Taboufoui. Une tornade torride en nocturne qui fait des victimes. Les populations de quelques quartiers de la ville de Douala ont passé une nuit interminable. L'intempérie de cette nuit a trouvé bien d'obstacles à son passage. Les dégâts sont d'une rare violence. Toitures complètement levées, de nombreuses maisons à présent vivent leur nudité. Quelques panneaux publicitaires, solidement plantés en terre, n'ont pas résisté à la puissance du vent. Même les racines de cet arbre n'ont pas pu tenir face à la bête qui a soufflé violemment à la surprise générale en pleine saison sèche. Il était environ 1h45, une petite pluie a commencé, après ça a suivi du vent puissant, impétueux, et en 5 minutes tout a été ravagé. On n'a pas pu dormir, on a seulement compris le vent commence à bouger, une grande pluie s'est imposée comme ça, c'est les toitures qui sautaient de gauche à droite. Au réveil, les familles victimes tentent de sauver ce qu'elles peuvent. Il y a les tôles, il y a les lattes,
Tout est mouillé, les matelas sont mouillés, tout est mouillé. Beaucoup de pertes matérielles, les télés, les habits, les cahiers des enfants. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu perte humaine. Difficile de dénombrer les familles victimes. On retient que le vent a fait des ravages. Même ce poteau électrique en béton solidement planté dans le sol donnera du travail aux prestataires. Au moment où nous effectuons notre tour de ville, aucun nombre d'autorités administratives, voire même des secours. Plusieurs hectares de plantations détruites, des maisons d'habitation dévastées et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan d'un grave incendie qui a décimé depuis une semaine plusieurs localités dans l'arrondissement de Yoko, dans le Bas-Mekim. Les victimes sont aux abois. Le récit des faits avec Charles Melingui et Marcelin Gansop. Sous une canicule infernale, Donga 3 crache du feu. Depuis le 11 février dernier, cette localité de l'arrondissement de Yoko est en proie à un interminable incendie qui ravage tout sur son passage. Depuis le 11 février, on a dit la situation comme ça là. Nous sommes même en train de fuir, d'abandonner le secteur. Le secteur, alors que parce que dès que le feu arrive, on va faire qu'on ne peut pas rester sur place. C'est tellement fort. Que de pleurs et de larmes versées, le bilan est lourd. J'étais au champ avec ma femme pour creuser les ignames. C'est les gens qui viennent me dire, mon frère, pardon, viens, ta maison s'est brûlée. Mon lieu commercial, 6 chambres, les congélateurs, toute ma vie s'est brûlée là. Ni acte de naissance, rien, je suis là comme ça. Au moment où je suis en train de pleurer par rapport à la maison, on vient encore m'appeler et dit, voilà ta plantation s'est brûlée depuis 9 ans que je suis ici. Je suis une veuve avec 6 enfants, avec 7 enfants. Mon champ, j'ai déjà mis 6 hectares en valeur. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de mère. Vous pouvez vous constater, vous avez les toilettes qui ont brûlé, voilà la cacaoyère et tout un champ de manioc derrière, environ 2 hectares. Là où je suis là, je ne sais même pas comment faire. Actuellement, là, je ne sais pas, nous sommes encore en train de combattre pour éteindre le feu. Devant la gravité de la situation, les populations s'organisent tant bien que mal autour de leur chef pour tenter de sauver les meubles. Mais sans véritable succès, l'adversaire étant plus fort. On a essayé d'étouffer le feu là-bas. Comme on ne pouvait même pas l'étouffer, le feu est monté ici. Ça a brûlé 3 maisons ici au carrefour avec le matériel qu'on n'a même pas identifié, tout le matériel. Et jusqu'à aujourd'hui, là, le feu là ne fait que continuer. Ça a brûlé 7 champs. Pour le moment, sans compter les champs de manioc. Ceux qui ont perdu les maisons là où les gens ne sont pas encore nombreux, on les recase là-bas. Depuis le déclenchement de ces incendies, aucune autorité administrative n'a cru devoir se rendre sur les lieux. Seul un gendarme, en poste à Essandja, a été dépêché sur le terrain. Jusqu'ici, l'on ignore les causes exactes de cet incendie ravageur. Mais tout serait parti d'un feu de brousse allumé par un villageois. Sauf que le feu ne s'est pas limité à son champ et a débordé sur plusieurs hectares de plantation, avec les dégâts que l'on sait. Et dans le chapitre consacré aux élections municipales de 2020, après un report dû à certaines tensions et dissensions, l'élection du maire de Maroua 1er à l'extrême nord s'est finalement tenue ce vendredi sous haute surveillance des forces de l'ordre. Amadou Amidou, maire sortant, a été reconduit à son poste. Il entend poursuivre dans la même lancée afin de répondre aux problèmes auxquels font face les populations de sa commune. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foka et Amadou Daïro. C'est sous très forte surveillance policière que l'élection du maire s'est déroulée à la mairie de Maroua 1er, preuve d'un éventuel débordement à éviter. À l'issue du vote, des 2 candidats en lice, le maire sortant Hamadou Hamidou, président de la section RDPC Maroua 1er, est reconduit avec 21 voix contre 14 pour son adversaire. Et déjà, il est conscient des défis qui l'attendent. Nous avons plusieurs mots qui minent le développement de notre arrondissement de Maroua 1er. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hydraulique villageoise, la voirie urbaine, bref, c'est tout un chantier. Si pour la première fois dans une commune à Maroua, une femme occupe le poste de premier adjoint, les défis évoqués par le maire s'inscrivent dans la continuité des actes posés lors du précédent mandat et qui lui ont valu sa réélection à la tête de cette mairie. C'est le maire sortant qui revient, donc c'est la continuité. Il a déjà un grand chantier qu'il a commencé. Je crois que nous allons poursuivre et encore en ajouter d'autres. Le préfet du Diamari, Jean-Marc Eko-Amarga, qui a supervisé l'élection, se dit satisfait de son déroulement. Nous venons donc de superviser cette session qui s'est terminée dans de très bonnes conditions. Tout ce que je peux constater, c'est que la session s'est passée dans de très bonnes conditions. Il n'y a eu aucun incident. Les populations de Maroua 1er sont venues en grand nombre féliciter leurs élus
et manifester leur joie en espérant que ce dernier puisse achever les chantiers qu'il avait commencés. En économie, la Bourse unifiée d'Afrique centrale, dont le siège est à Douala, annonce qu'elle a inscrit sa cote dès ce vendredi 2 emprunts obligataires émis sur le marché financier au cours de l'année 2019. Il s'agit de l'emprunt obligataire gabonais 2019-2024 assorti d'un taux d'intérêt de 6,25% qui avait permis à l'État du Gabon de mobiliser une enveloppe de 126 milliards de francs CFA au dernier trimestre de l'année 2019. Initialement fixée à 100 milliards de francs CFA, l'enveloppe sollicitée par le Gabon avait été revue à la hausse sur autorisation du régulateur du marché financier après une souscription des investisseurs. Le deuxième emprunt obligataire coté à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale est celui de la Société africaine forestière et agricole du Cameroun, SAFACAM, filiale locale du groupe Sofin. L'événement s'est déroulé en présence du Gotha financier de la sous-région Afrique centrale. Suivant la présence et les réactions du ministre gabonais des Finances, Jean-Marie Ongandanga, et sur l'enjeu de cette cotation à la Bourse unifiée de l'Afrique centrale. Nous reviendrons sur cette sortie certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'à la faveur de la nouvelle année, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières annonce des mesures pour remettre l'ordre dans le secteur marqué par de nombreux dérapages. Emmanuel Diop et Guizoro. Cela a tout l'air d'un coup de pied dans la fourmilière. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient d'annoncer des mesures fortes, dont la suspension des immatriculations directes dans certaines localités à partir du 1er mars prochain. Suspension des immatriculations directes dans certains arrondissements du département de la Meufou et à Kono. Suspension des immatriculations directes dans certains arrondissements de la Meufou à Famba. La cérémonie de vœux du Nouvel An dans ce département ministériel en charge du foncier s'est donc avérée comme l'occasion d'édicter une méthodologie draconienne dans ce secteur. Une validation préalable au niveau des services centraux des dossiers d'immatriculation directe, au traitement des dossiers de sortie de l'indivision. Rappel des dispositions législatives réglementaires concernant la tenue des livres et des documents dans les conservations foncières. Cette approche s'étend jusqu'aux étrangers impliqués dans les questions foncières au Cameroun. Pour les dossiers de transactions foncières impliquant les étrangers, pour éviter de mettre le MINCAF devant le fait accompli, l'autorisation doit être acquise, le visa doit être demandé avant, pas après la transaction avec l'étranger. Néanmoins, dans un registre plus souple, le MINCAF indique qu'il va procéder à la levée de la suspension partielle des transactions foncières dans certaines localités dès le 1er mars prochain également. Une lettre d'instruction qui porte levée partielle des transactions foncières dans certaines localités du département de l'Homme et Djerem, région de l'Est. Levée partielle des transactions foncières dans certaines localités du département de la Sanaga maritime, région du littoral. Levée partielle des transactions foncières dans l'arrondissement de Douala 5e, région du littoral. C'est la même logique qui conduit les concertations avec les autres administrations sur les questions foncières. Plateforme de concertation interministérielle au haut niveau. Nous l'avons commencé avec le MINDU. Nous entendons le poursuivre pour que des concertations directes créent les conditions de la résolution des problèmes, permettant ainsi que les terres soient mises à disposition pour les différents projets dans tous les secteurs. À la fois donc, entre les vœux, les distinctions honorifiques et les promotions à de nouvelles responsabilités, le MINCAF montre bien qu'il a non seulement les pieds sur terre, mais aussi sur les terres nationales. En page magazine de ce journal, avez-vous déjà entendu parler du lac Ossa? C'est l'un des plus grands lacs que compte le Cameroun. Situé dans la Sanaga maritime, il est réputé pour son attraction touristique.
Cependant, ce lac est aujourd'hui en voie de disparition. Il est envahi par des algues qui paralysent la pêche. Le reportage d'Innocent Abega et de Kediara. À présent, vers le gouvernement pour un appel à l'aide. Surtout à nous éradiquer cette herbe, qu'elle disparaisse de manière définitive. Parce que nous ici, nous n'avons pas une eau fiable. Mais tout ce que nous utilisons ici à l'heure actuelle est impropre à la consommation humaine. Même les fourrages peuvent quand même nous ramener. Si ça ne va pas, demain après-demain, pour se laver même. Vous voyez, même pour se laver, il faut remuer l'herbe. Il y a même les démangeaisons partout. Même si vous vous baignez sur ça, l'eau est polluée complètement, ça je vous le dis. Il faut dire que pour tenter de se débarrasser de la plante, ils avaient déjà entrepris de l'arracher mécaniquement, une opération vaine, car plusieurs semaines plus tard... De cette édition d'information sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, une seule information, Nadine Yambou, après le boycott du 9 février. Là, il était politique, cette fois-ci, c'est la société civile qui annonce un autre boycott pour le 8 mars. Là, ce sont des dames, deux avocates, Maître Alice Kom et Maître Tchakounté, ainsi que Edith Kabangwala qui annonce le boycott du 8 mars et le pain et le défilé. Voilà donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, Nadine Yambou. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous, Serge Alain Otto. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.